La Libye à nouveau au cœur des tensions entre la France et la Turquie et d'autres puissances régionales. Avant d'en parler avec un invité, rappelons la situation en Libye, un pays toujours coupé en deux, vous le voyez sur cette carte. À l'ouest, le gouvernement d'union nationale dirigé par Fayez El-Sarraj, basé à Tripoli, reconnu par les Nations Unies et soutenu par la Turquie et le Qatar. Et à l'est, les forces du maréchal dissident Khalifa Haftar, soutenues par l'Égypte, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. La Turquie qui accuse aussi la France de soutenir le général qui, rappelez-vous, avait lancé l'an passé une offensive sur Tripoli. Mais depuis, ses troupes ont multiplié les revers militaires et ne cessent de reculer. Elle pourrait perdre aujourd'hui la ville stratégique de Sirte, ce qui inquiète particulièrement l'Égypte qui a brandi la menace d'une intervention militaire. Pour en parler, nous retrouvons tout de suite Didier Billion, directeur adjoint de l'IRIS, spécialiste de la Turquie et du Moyen-Orient. Bonjour. Bonjour. Alors la Libye est devenue, comme la Syrie, le théâtre d'une guerre par procuration. Chaque pays y défend ses propres intérêts, notamment la Turquie, qui est accusée de fournir des armes au gouvernement d'union nationale. Quel est le rôle exact aujourd'hui de la Turquie sur le sol libyen ? Tout d'abord, effectivement, comme vous le rappelez, il y a eu livraison d'armes depuis déjà plusieurs mois en direction de la Libye. Et puis aussi et surtout fourniture d'hommes. Alors, il y a à la fois des soldats turcs, dont le nombre est difficile à apprécier, mais probablement entre 200, 300 à 700, bien que, encore une fois, les chiffres soient à prendre avec beaucoup de précautions. Ce sont donc des militaires turcs, mais qui ont surtout des capacités de techniciens, c'est-à-dire qu'on a constaté au cours des dernières semaines que leur rôle a été très important, notamment dans le maniement des drones qui ont eu une importance stratégique réelle dans les opérations militaires de ces dernières semaines, des spécialistes aussi des écoutes et des capacités à brouiller les transmissions des adversaires ou des ennemis. Donc c'est plutôt là l'aspect technologique que maîtrisaient ces militaires turcs qui ont été envoyés en Libye. Et puis enfin, et dernière chose, ce sont des groupes de mercenaires d'origine syrienne dont on sait qu'ils ont été transportés par des vecteurs turcs et qui sont au combat, eux, directement. Et c'est la différence avec les militaires turcs sur l'uniforme qui ne combattent pas directement. Les mercenaires syriens, pour leur part, sont au combat et ont eu dans quelques zone de combat, visiblement, de ce qu'on a comme information, un rôle tout à fait important et décisif dans le recul des troupes du maréchal Haftar. Donc la Turquie a bien contribué activement au retrait, au recul des troupes du maréchal Haftar. On peut le dire. Oui, ça c'est incontestable puisque nous savons que la première offensive du maréchal Haftar date d'il y a environ un an, avril 2019, que dans une première phase, il a remporté des victoires et ses troupes avaient tendance à avancer vers l'est de la Libye, c'était son objectif. Or, depuis l'entrée en jeu des forces turques ou des forces alliées aux Turcs, il y a eu un renversement des rapports de force militaires qui sont imputables à l'intervention de ces forces turques. Alors, la France dénonce l'ingérence turque en Libye et de son côté, Ankara accuse Paris de soutenir le général Haftar. Quelle est finalement la position de la France en Libye ? La position de la France, elle est un petit peu compliquée parce que la France, on s'en souvient, est membre du Conseil de sécurité de l'ONU, mais en réalité, au-delà d'un affichage et de certaines déclarations, elle n'a pas réellement soutenu le gouvernement de Fayez El-Sarraj, qui pourtant a été intronisé par l'ONU. A contrario, on sait qu'il y a eu un soutien de la part de la France au maréchal Haftar. Donc là, il y a une première contradiction, et je crains fort que ce type de contradiction n'impuissante le rôle de la France en Libye, parce qu'elle n'a pas su véritablement choisir son camp, elle n'a pas su véritablement prendre les initiatives nécessaires. Probablement, un des objectifs de M. Macron, c'était de tenter de réunir l'ensemble des protagonistes. Malheureusement, il a souvent péché par orgueil, il a souvent voulu prendre des initiatives de façon solitaire, sans trop consulter ses partenaires européens ou de l'OTAN. Et le résultat aujourd'hui, c'est que la France n'est plus en situation
au moins conjoncturellement, de peser réellement sur la situation et sur les évolutions de la situation en Libye. Quel est l'intérêt de la Turquie aujourd'hui de soutenir le gouvernement d'union nationale ? La Libye, il faut replacer dans le contexte. En réalité, la Turquie a décidé de s'investir plus avant dans ce conflit libyen en raison comment dirais-je, des rivalités qui se sont fait jour en Méditerranée orientale quant à l'exploration, à la prospection de nouveaux gisements de gaz. Et nous savons que depuis déjà quelque temps, qu'une sorte de front commun partenarial entre la Grèce, les Chypriotes grecs, Israël, l'Égypte et l'Italie s'est mis en place pour procéder aux prospections d'hydrocarbures et notamment gaziers. Donc la Turquie se sentait un peu menacée et exclue de ce partenariat. Et c'est pourquoi au mois de novembre dernier, il y a eu une réunion des deux présidents, libyens et turcs, qui a conclu à la redélimitation des zones maritimes territoriales, permettant donc à la Turquie d'avoir un rôle important dans la prospection des hydrocarbures de la région, mais en échange de quoi les Libyens l'ont appelé à l'aide. Quand je dis les Libyens, c'est ceux qui sont rangés derrière le gouvernement de Fayez el-Sarraj, c'est-à-dire le gouvernement officiellement reconnu par l'ONU. Et donc c'est cet arrière-fond d'hydrocarbures et des rivalités qui se sont fait jour en Méditerranée orientale qui ont accéléré l'investissement de la Turquie sur le terrain libyen. Alors, la France et la Turquie ont frôlé l'intervention militaire il y a quelques jours en Méditerranée. Qu'est-ce qu'on sait exactement des faits ? Qu'est-ce qui s'est passé ? La France fait partie de la mission de l'OTAN qui est chargée de surveiller l'embargo sur les livraisons d'armes à l'encontre de la Libye. Alors, c'est une mission de l'OTAN. Réellement, là, ce n'est pas la faute de la France, bien évidemment, il y a une certaine hypocrisie, parce que nous savons très bien que beaucoup d'autres puissances ont livré des armes à la Libye, aux différents protagonistes sur le terrain libyen, au mépris des résolutions de l'ONU. Et la Turquie en fait réellement partie, comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a eu des livraisons d'armes, mais la Turquie est de bien loin, n'est pas le seul pays, de bien loin, à livrer des armes. Et la semaine dernière, un cargo turc dont il était forcément soupçonné qu'il transportait des armes a voulu être vérifié ou intercepté par un navire français. Et c'est à ce moment-là que les frégates turques qui accompagnaient ce cargo ont, comme on dit en langage militaire, illuminé le navire de guerre français. Illuminé, ça veut dire que tous les radars turcs ont été actionnés, préparant donc un éventuel tir sur ce navire français. Heureusement, le pire a été évité, il n'y a pas eu de tir, mais les Français, évidemment, sont extrêmement mécontents de cet acte inamical de la part de la Turquie et ont porté la question au sein de l'OTAN, qui elle-même a décidé de faire une enquête sur l'enchaînement des faits. Donc on était dans une situation de tension extrême sur le terrain, sur l'eau, entre navires turcs et navires français. Depuis lors, cela ne vous a pas échappé, les tensions sont devenues très politiques puisque des invectives sont échangées de part et d'autre et nous sommes là dans une dégradation accélérée des relations entre la France et la Turquie, ce qui est tout à fait regrettable. Vous parliez de l'OTAN qui est pourtant étrangement absente dans cette crise et pour d'ailleurs le président Macron, c'est une fois encore la preuve que l'OTAN est en état de mort cérébrale, c'est ce qu'il a répété récemment. Oui, effectivement, c'est la fameuse déclaration de M. Macron au cours de l'automne dernier, ce qui lui avait d'ailleurs valu comme réplique cinglante de la part du président turc, M. Erdogan, que c'était plutôt Macron qui était en état de mort cérébrale. Donc on voit que les tensions entre la France et la Turquie ne datent pas de ces derniers jours et ne se réduisent pas seulement au terrain libyen. Il y a une véritable crise entre les deux pays et il est vrai que l'OTAN reste très très prudente parce que l'OTAN, évidemment, ne peut pas se désolidariser de la France, qui en est un membre important, mais ne peut pas non plus procéder à une condamnation trop sévère de la Turquie, parce que l'OTAN considère que la Turquie, qui est parfois indocile, qui pose parfois question, mais est en même temps un pays qui révèle une importance stratégique tout à fait essentielle, pays culturellement musulman, c'est le seul au sein de l'OTAN,
pays qui, de par sa position géopolitique, évidemment, ouvert sur l'Iran, l'Irak, la Syrie, et puis sur la frontière, enfin sur le sud, la partie méridionale de la Russie, comporte une importance considérable. Donc l'OTAN est dans une position d'incertitude parce que ne pouvant se désolidariser avec l'un, la France, mais ne pouvant condamner trop vertement la Turquie de l'autre. Donc je pense que la commission d'enquête qui va être mise en place sur les événements libyens va faire son travail, mais que ce travail risque de prendre beaucoup de temps et qu'il n'y aura pas de position tranchée de l'OTAN dans les jours à venir, ça c'est à peu près certain. Une dernière question, la Libye est toujours empêtrée dans le chaos et les divisions 9 ans après la mort de Kadhafi. On a du mal à entrevoir une solution politique pour sortir de l'impasse. Oui, vous avez parfaitement raison. Mais là, vous évoquiez précédemment les responsabilités de l'OTAN. Pour ma part, je serais aussi très sévère à l'égard de l'ONU. C'est aujourd'hui la nécessité impérative de réunir tous les protagonistes autour d'une table. Alors je sais très bien que c'est infiniment compliqué, que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il est de la responsabilité de l'ONU de tenter de tout faire pour réunir les protagonistes, pour discuter politique, pour parvenir à un compromis. On sait que dans ce bourbier libyen, il n'y aura pas de solution militaire. Aujourd'hui, il est vrai que le rapport de force militaire, pour les raisons que nous avons évoquées, s'est plutôt inversé au profit de la Turquie et du gouvernement al-Sarraj. Ça, c'est une certitude. Mais ceci n'est pas irréversible, tout d'abord. Et puis surtout, nous savons que seul un processus politique peut aboutir à la construction très souhaitable d'une paix en Libye. Je crains que ça ne soit pas pour demain la veille, mais ça relève de la responsabilité de l'ONU. Et je pense que l'ONU, comme première décision, doit, dans les meilleurs délais, nommer un nouveau haut-commissaire en Libye, puisque nous savons que le précédent, M. Hassan Salamé, a démissionné de ses fonctions au mois d'avril dernier et que depuis lors, il n'est pas remplacé. Donc l'ONU est comme en état d'apesanteur et je pense que c'est là qu'il faut faire porter les efforts pour réactiver un processus politique qui est plus urgent que jamais. Merci beaucoup Didier Billion. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de l'IRIS, spécialiste de la Turquie et du Moyen-Orient. Merci beaucoup. Merci à vous.